finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Ah, nous voici de retour, l'épisode 4, partie 2 des règles sur le concours Eurovision de la chanson. Salut Quentin, salut Vincent. Salut Thomas, salut Vincent. Quentin. Oh, quelle belle synchronicité. J'aime beaucoup à chaque fois Synchronisité. Oui, c'était pas français. Synchronisation. Oui, c'est mieux. Alors, un petit correctif par rapport à ce qu'on a dit dans l'épisode 3, puisque nous parlions effectivement de l'Asia Eurovision, mais malheureusement, dans l'oreillette, on me dit à l'instant que la mise en place de l'Asia Eurovision a été annulée. Il y a quelques temps de ça déjà. Donc, nous vous avons transmis une mauvaise information dans l'épisode 3, mais nous savons que votre bienveillance ne nous en tiendra pas rigueur. Mais bonne nouvelle, l'American Song Contest est toujours sur la route. Oui, bien sûr, c'est dans les Tuyaux. Dans les tuyaux. Comment tu dis, Vincent? C'est parce que oui, oui, bon bah depuis toujours je dis tuyau et pas tuyau. Comme le tuya. Comme les tuyas et pas les tuyas. Bon bref voilà. C'est un grand débat qu'on pourra mener très bientôt. Non. Alors dans cet épisode 4, on va aborder les autres points des règles qui sont les chansons et l'émission. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. C'est parti. Alors on va reprendre tout de suite l'explication des règles avec cette fois le premier bloc sur les chansons et leur évolution depuis 1956. En 1956, on l'a vu dans notre épisode 2, on trouvait déjà que les chansons étaient en retard sur leur temps. Poussiéreuse, Sentaient un peu la naphtaline. Mais ça a vite évolué et notamment par une date, tu l'avais précisé. Oui, mais en vrai, on disait que c'était en retard sur son temps par rapport en fait à l'industrie musicale de ces années-là. Et c'est vrai que dans les années 60, il y a vraiment l'émergence des yéyés qui ne déteint absolument pas sur le concours de l'Eurovision. Ça reste le baluche, le flonflon, le machin. Et c'est vrai qu'il faut attendre 1965, vraiment, avec Serge Gainsbourg qui écrit du coup Poupée de cire, poupée de son pour France Gall qui représente le Luxembourg et donc qui gagne cette année-là. Et là, on peut se rendre compte en fait qu'il y a vraiment un vent de modernisme en fait qui souffle sur le concours de l'Eurovision. Et à partir de ce moment-là, ça va coller un peu plus avec son temps. Et donc du coup, on sent vraiment que le concours de l'Eurovision est influencé par ce qui se passe, en tout cas, dans l'industrie musicale et ça fait plaisir. Alors, quelles sont les règles imposées aux chansons? Quelle est la limite de temps, par exemple? Je sais qu'on l'a vu en 1956, les gens pouvaient chanter 1 minute comme 4 minutes. Aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolution par rapport au temps des chansons. Quelle est cette règle? La règle vraiment phare qu'il faut retenir, c'est 3 minutes max. Aujourd'hui, c'est 3 minutes. Ça fait déjà quelques années, c'est vraiment 3 minutes max. Au bout de 3 minutes, la musique se coupe et les micros se coupent. Donc si tu continues de chanter, ça se coupe. Ah oui, carrément. Donc c'est d'ailleurs pour ça que plein de fois, les chansons qui sont sélectionnées par des pays doivent être retraquées, doivent être remodelées pour rentrer dans les 3 minutes. C'était le cas des Italiens l'année dernière en 2021, pardon. Ils avaient une chanson qui durait 3 minutes 40, mais ils ont enlevé un couplet, remodifié le refrain pour que ça rentre dans les 3 minutes. Ou comme les Islandais en 2021, en fait, qui leur chanson était trop courte, elle faisait peut-être 2 minutes 50, et donc du coup, ils sont restés en freeze, vraiment en position genre sans bouger, pendant les 10 secondes. Ah mais c'est ça. pas ça, je pensais que c'est parce qu'ils étaient absurdes du coup que jusqu'au bout ils restaient absurdes. Alors oui, évidemment ça donne un côté loufoque au truc, mais ils sont restés en freeze comme ça pour en fait au bout des 10 secondes et au bout des 3 minutes de chanson, pouf, les feux d'artifice qui partent derrière. Et c'est fini. C'est la fin, tatintin. Alors justement dans l'absurdité et dans le changement radical du concours, on a l'arrivée des chorégraphies à partir de quand? Et parlons-en des chorégraphies parce que des fois c'est gratiné. Eh bien, je ne sais pas. Ah merde! Alors, non, mais j'ai cherché, il n'y a aucune date, il n'y a rien de précis. En fait, de base, juste la première année, il n'y avait vraiment rien indiqué sur est-ce que c'est possible, pas possible. Donc, en fait, je ne sais pas. C'est peut-être avec l'évolution. En fait, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Oui, c'est ça. Ça bouge, donc ça danse. Donc mais par contre, il faut avouer que la qualité des chorés, c'est rarement quelque chose de très poussé. Quoi. Alors moi, il y a plein d'auditeurs. Il y a certains auditeurs qui m'ont contacté suite à notre 2e épisode et qui m'ont dit que en 1956, même si on n'a pas de vidéo, notamment l'allemand, il swingait derrière son micro, donc il n'était pas statique et visiblement ça commençait déjà à bouger finalement très tôt au sein du concours. Oui, sans avoir la date. Prémices, ouais. Écoutez, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous éclairer sur les réseaux sociaux, je vous en supplie, et on nous fera un plaisir de vous citer au prochain épisode. Donc,
Une grosse question aussi qui revient régulièrement, c'est est-ce que c'est en live ou est-ce que c'est en playback les chansons de l'Eurovision? Alors, C'est en live. sauf, il y a des guillemets, il y a des guillemets, vraiment. Mais effectivement, le chanteur principal ou la chanteuse principale a l'obligation d'être en live. Ça Vraiment. s'entend des fois Alors quand oui, même. ça s'entend d'ailleurs. Oui, on préférait que ça soit du playback parfois. Par moment. Mais non, de base, vraiment, c'est tout le temps en live. Mais cette année, en 2021, là, à Rotterdam, il y a eu une règle exceptionnelle qui était motivée par des raisons sanitaires pour que les voix de chœur puissent être enregistrées. C'était pas obligatoire, mais les pays pouvaient juste envoyer le chanteur principal ou la chanteuse principale avec des chœurs préenregistrés. Le but étant d'avoir moins de personnes venant dans la délégation, donc moins de risques de contamination, etc. Après, il faut dire aussi que certaines voix enregistrées, par exemple dans les chœurs, et on s'en rend bien compte dans le concours 2021 qui s'est passé, c'est-à-dire que, et c'est aussi emprunt beaucoup de ceux qui font la loi un peu dans le concours Eurovision, c'est les Suédois, avec le Melody Festivalen, où en fait tu peux entendre toutes les chansons, en fait les chœurs sont enregistrés, et souvent la voix sur les refrains, uniquement en règle générale, la voix du chanteur ou de la chanteuse principale est enregistrée également sur le refrain, pour donner un peu de, comment dirais-je, une couverture, un peu de matière en fait finalement à la chanson en elle-même. Et donc par moment tu te dis attends mais c'est elle que j'entends chanter par-dessus sa voix aussi enregistrée, donc c'est un peu étrange finalement. Ouais. Et il y a eu, moi je trouve que dans le concours 2021 il y a eu vachement ça, notamment avec des nanas qui chantaient vraiment très mal. Oui, parce que du coup en fait les chanteurs ont une roue de secours alors. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Après je pense que c'est parce que ça dépend aussi si le tableau est très dansé ou des choses comme ça qui sont pas formés au triple threat, comme on dit, danser et chanter en même temps et jouer en même temps. Enfin voilà, c'est. Et alors on parlait de cette évolution des règles par rapport aux conditions sanitaires. Est-ce qu'elle est amenée à évoluer ça y est, on a la réponse. Elle est renouvelée pour 2022. Ouais, c'est mais du coup, c'est une exception qui devient la règle. C'est ça. Et j'ai bien peur que ça soit comme le Melody Festivalen, ça devienne automatique. Alors qu'est-ce que le Melody Festivalen pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors c'est le concours de sélection du candidat suédois. C'est un peu destination Eurovision à la suédoise. Mais fois 1000, c'est-à-dire que l'émission dure un mois et demi. Comment ça, l'émission dure un mois et demi? C'est pire que le Téléthon, cette histoire. Non, mais alors, une fois par semaine, ils font le tour de la Suède, des stades de Suède. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 personnes, ou 20 000, 30 000. Ah oui, non, c'est grandiose. C'est grandiose. Et tout le monde est devant sa télé. 90% d'audience. Ah oui. Oui. C'est l'événement suédois pendant un mois et demi. C'est Petra qui présente? Ça dépend. Parfois, oui. Il y a Mans aussi qui a présenté. Mais pas cette année. D'accord, donc les Suédois mènent la barque, pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le plus de victoires à leur actif, j'ai envie de dire. Oui, et puis ils ont une modernité, ils participent beaucoup à l'industrie musicale en fait, mondiale. Il y a beaucoup de... On les connaît pas parce que c'est pas les stars, mais derrière les Katy Perry et compagnie, c'est souvent des Suédois, des compositeurs suédois. Donc ils ont une industrie musicale très poussée. Une autre question qui vient régulièrement dans les conversations quand on discute de l'Eurovision, c'est pourquoi les interprètes ne chantent pas dans la langue de leur pays globalement. Est-ce qu'il y a une règle qui l'impose? Oui, non. Et sinon, pourquoi? Alors là, il y a eu vraiment des mouvements de va-et-vient pendant des dizaines d'années. Au tout début, pendant 10 ans, donc de 56 à 65, pendant 10 ans, il n'y avait aucune règle qui obligeait les pays à chanter dans leur propre langue. Mais de fait, tous les pays chantaient dans une de leurs langues nationales, alors que rien ne les y obligeait. Et en 65, le candidat suédois en fait, a chanté en anglais. C'était la première fois qu'un pays ne respectait pas la règle morale, qui n'était pas écrite, de chanter dans sa propre langue. Et suite au fait que le candidat suédois a chanté en anglais en 65, à partir de 66, et ce jusqu'en 73, il y avait une obligation dans le règlement de chanter dans sa langue. Donc de 66 à 73, tous les pays devaient chanter dans une de leurs langues nationales. D'accord. Mais du coup, ça pouvait défavoriser certaines langues un peu trop abruptes, j'imagine, par rapport à l'anglais qui est compréhensible de tout le monde. Justement, c'est pour ça d'ailleurs, ça vient notamment des Scandinaves et particulièrement des Suédois qui ensuite, en 73, ont fait le forcing pour pouvoir chanter librement. Et d'ailleurs, la première année où il y a une liberté linguistique, donc il n'y a aucune obligation, c'est 74 et Waterloo pour les Suédois gagne avec ABBA. Comme quoi. Et ça a duré pendant 4 ans, jusqu'en 76, et après de nouveau en 77 jusqu'en 98, encore la obligation de chanter dans sa langue, dans une langue nationale. Et depuis 98, 99 en l'occurrence, et ça fait du coup maintenant 22, 23 ans que ça dure, liberté linguistique. Liberté linguistique et qui finalement arrive à trouver sa place parce que des langues
qu'on ne connaît pas du tout, typiquement l'Ukraine, avec la chanson ukrainienne de l'année dernière. Je sais que toi, tu l'as détestée, Vincent. Non, mais elle a je sais pas que j'ai détesté, c'est qu'elle me faisait peur. Mais elle a cartonné et elle cartonne encore. Enfin, c'est le seul aussi moment avec l'Eurovision où on a la possibilité d'avoir des chansons plutôt agréables dans des langues d'ailleurs qu'on ne connaît pas du tout. Elle était pas agréable cette chanson. Moi, j'ai trouvé ça C'était très génial. agressif. Mais c'est vrai que par contre, il semblerait que la 2021, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Parce qu'effectivement, il y a 4 pays dans le top 5 qui chantent dans leur propre langue qui n'est pas de l'anglais. Mais quand on remonte les années précédentes, tous les vainqueurs chantent au moins partiellement en anglais. Donc, même si je suis d'accord avec toi, c'est bon pour la diversité culturelle, on va dire, d'entendre des chansons de styles différents dans des langues différentes. Malheureusement, il y a quand même un avantage certain à chanter en anglais. Après, je trouve que la plupart des pays font aussi l'effort de, s'ils chantent dans leur langue, il y a un moment donné, un des refrains va être en anglais. Ou alors sinon la chanson va être en anglais et un des refrains va être dans leur langue. On peut se souvenir de Tinkara qui chantait en anglais et en slovène. C'est ça, oui. Mais qui n'a pas gagné 12 points dans 12 points. Non, pauvre enfant. Mais voilà, malheureusement, il y a quand même il y a une prime quand même à l'anglais, évidente. Alors, on a parlé de la chanson, de son temps, on a parlé de l'interprétation dans sa langue, on a parlé des chorégraphies. La question qui se pose maintenant, c'est combien de personnes sur scène maximum et pourquoi ? Parce qu'on le voit, les délégations, quand elles arrivent sur scène, elles sont souvent pauvres en effectifs. Qu'est-ce qu'elles le justifient ? L'argent. Toujours le même Encore problème. et toujours. Le nerf de la guerre. Ils sont 6 maximum, donc il y a toujours un chanteur ou une chanteuse. Donc, et puis 6 personnes maximum sur scène. Ouais. Le but, c'est parce qu'en fait, ça coûte trop cher sinon, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils sont sur place pendant 2 semaines pendant les répétitions, donc les chambres d'hôtel, et donc c'est des gens à nourrir, et puis il y a des gens autour. Et puis ils sont pas au Formule 1. Oui. D'accord. Et donc ça coûte cher. Donc certains pays peuvent pas se permettre d'envoyer 30 personnes parce que c'est eux qui payent. Donc c'est le télédiffuseur national qui paye pour sa propre délégation. Donc des pays riches peuvent envoyer masse de gens, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres pays qui peuvent pas se le permettre. Et je pense que c'est pour ça aussi que, dû à cette contrainte de personnes sur scène, je pense que c'est pour ça aussi que la nouvelle règle autorisant les chœurs enregistrés, parce que ça comprend également les choristes qui peuvent être soit en coulisses en train de chanter, soit visibles sur scène, tout dépend de la mise en scène. Mais si par exemple on a 3 choristes qui sont en coulisses, ça fait 3 personnes en moins sur le plateau. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté économie aussi là-dessus. Mais des pays ont un peu profité de ça, c'est-à-dire que, pourtant pas très riches, ils se sont dit, génial, du coup, on met 3 choristes dans la version préenregistrée, mais on met quand même 5 danseurs autour de la chanteuse. Oui. Ce qui fait que là, du coup, c'est une perversion un petit peu de la règle. Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a un tableau qui est léché parce qu'on a 5 danseurs en plus du chanteur, et en plus, un bon accompagnement musical, puisqu'en fait, les chœurs sont enregistrés. Donc du coup, voilà. Ce qui est pas plus mal, finalement, pour le téléspectateur. Oui. Moi, souvent, en tout cas sur les récentes éditions, on est dans de plus en plus de gigantisme au niveau de la scène, de la mise en scène, les scènes d'introduction, les scènes entre les votes, etc., qui sont grandiloquentes. Et puis on se retrouve parfois avec des délégations qui sont 3-4 sur cette immense scène qui paraît du coup immensément vide. Et ça manque parfois un peu de show. Ouais, de show, d'ampleur. Oui, et pour autant, tu vois, il y a des très belles mises en scène en fait qui sont les plus simples et les plus finalement percutantes. Barbara Pravi, par exemple, sa mise en scène, elle était toute seule. Il n'y avait pas de chœur, il n'y avait rien. Elle était seule. Steadicam, etc. Bon, après, il y avait beaucoup d'effets, etc. D'effets de lumière, c'était très travaillé. Des jeux de vidéo. Mais pour autant, c'était pas grandiloquent non plus, quoi. Mais paradoxalement, c'est ce qu'il y a de difficile à faire, surtout à l'Eurovision, c'est de faire un truc intimiste avec... ça paraît simplissime, ça paraît épuré, et en fait, c'est extrêmement travaillé, vraiment à chaque seconde près, tout est piloté à la seconde, et préenregistré, en tout cas, répété. En vrai, je pense que tout vient du metteur en scène et de son imagination, et d'avoir un peu d'imagination, un peu de jugeote, un peu pour sublimer, en fait, vraiment une interprétation. Alors, Vincent, est-ce que toi, t'aimes la vie ? J'aime la vie. Même si c'est une folie ? Oui, pourquoi ? Eh bien parce que depuis l'arrivée de Sandra Kim et sa victoire à l'Eurovision 1986, on peut dire qu'il y a eu une grosse polémique sur l'âge aussi des participants à l'Eurovision en tant que telle. L'Eurovision ne définissait pas de règles pour participer, pour représenter le pays au niveau de l'âge. Et Sandra Kim, qui dans sa chanson 86, annonce avoir 15 ans, en fait, elle n'en a que 13.
Et à partir de là... Mais il n'y avait pas l'Eurovision Junior Pas à l'époque. encore. Non, il n'y avait pas l'Eurovision Junior, mais il faut savoir qu'il y a eu de vrais problèmes vis-à-vis de la représentation des délégations par rapport à l'âge depuis le début de l'Eurovision. Ça a commencé en 1969 avec Monaco, qui envoie Jean-Jacques chanter alors qu'il n'a à peine que 12 ans. Et qui s'appelle Jean-Jacques. Qui s'appelle Jean-Jacques, effectivement. Mais dont tout le monde s'en fout puisqu'il n'a pas gagné, donc on l'a oublié. 1986, la Belgique gagne avec Sandra Kim, mais les Suisses finalement demandent sa disqualification. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis 1956, les Suisses n'avaient pas gagné. Oui, ils ont le seum. Exactement, ils avaient le seum, donc ils ont demandé à disqualifier la Belgique. Mais comme il n'y avait aucun texte qui justifiait le fait qu'il fallait être majeur pour pouvoir chanter à l'Eurovision, et bah du coup... Peanuts. Ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. En 1989, la Suisse réorganise de nouveau le concours et on a 2 enfants cette fois qui foulent la scène de Lausanne. L'Israël avec un participant qui n'a que 12 ans et la France avec un participant qui n'a que 11 ans. Oh là là. Et à partir de là, c'est là que tout part en vrille et des controverses sur justement est-ce qu'on peut faire participer des enfants si jeunes. L'exploitation des gosses aussi. Exactement. Et donc l'UER impose dès l'année suivante une règle qu'il faut avoir 16 ans révolus le jour du concours pour pouvoir représenter un pays à l'Eurovision. Et avant 1990, finalement, tout le monde pouvait participer au concours. Quoi. Et c'est comme ça qu'est né l'Eurovision Junior. L'Eurovision Junior qui, comme vous le savez sans doute, a lieu très bientôt à Paris le 19 décembre et on vous en parlera dans l'épisode 5. Donc n'hésitez pas à suivre notre prochain épisode qui sera plein de surprises. D'ailleurs Thomas, en fait on a parlé des voix en live et des chœurs enregistrés, etc. Il faut savoir aussi, et un point important, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, qu'on voit quelqu'un sur la scène de l'Eurovision jouer d'un instrument, c'est faux. Ah bon ? Ah non, les petits violonistes ou alors les petits tambours ou les choses comme ça, ce n'est pas vrai. Mais pour autant, on a vu dans les premières éditions qu'il y avait un orchestre qui faisait la bande son. Ça a changé du coup ? Ouais, en fait du coup jusqu'en 98, donc il y avait l'orchestre, il y avait un chef d'orchestre, il y avait une 50aine de musiciens. Donc là, la musique était en live, c'est sûr. Enfin, il y avait pas de doute là-dessus. Mais depuis 99, c'est les bandes son préenregistrées. Et on n'a pas le droit de jouer un instrument en live au-dessus de la bande son. Attends, parce que le groupe de rock, typiquement, en fait... Zéro. Il n'y avait aucun son qui venait de leur guitare, de leur batterie. De leur instrument. Ou alors le très célèbre violoncelliste... Alexander Rybak. Tout à fait. En fait, qui est là, qui se déchaîne avec son petit violon, etc. C'est fake. C'est faux. C'est fake. De même, Epic Saxo Guy, c'est fake. Ah oui, l'Epic Saxo Guy. Donc on n'a plus du tout de musique live, hormis le chant du chanteur principal à l'Eurovision depuis... Tu disais 99. Ouais, et là aussi, une des raisons, c'est pour faire des économies. Puisque du coup, on n'a pas d'orchestre à payer, il y a une 50aine de musiciens, ça fait faire des économies, puisqu'on envoie la bande-son qui coûte rien à lancer. Eh bien écoutez, on en apprend tous les jours dans 12 points. Et je pense que maintenant, avec la chronique que vous connaissez si bien et que vous attendez tous, on va quand même continuer à apprendre des choses. C'est l'instant. You. Élodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de Paulina Gagarina et de sa prestation sur... Alors non, je ne fais pas concurrence à ta chronique des hurleuses, Vincent. Non, aujourd'hui, si je veux vous parler de Paulina Gagarina, c'est plutôt pour ce qu'il s'est passé dans le public à Vienne lors de sa participation en tant que candidate représentante de la Russie. Alors nous sommes en 2015, l'année précédente, Conchita Wurst remporte le concours pour l'Autriche avec Rise Like a Phoenix, qui m'a d'ailleurs permis de gagner la toute première séquence 12 points. Allez, ok. Bref, et lors de la séquence de remise des points, Conchita se déplace de ci, de là pour prendre à l'aide de son micro la température des candidats fébriles qui attendent leurs points, bien évidemment. Oui, évidemment. À ce moment précis, 20 pays sur 40 ont déjà attribué leurs points. La Russie est en tête, la joie se lit face caméra, mais depuis le début de la soirée, quelque chose ne va pas. Alors que pour beaucoup, l'Eurovision 2015 reste une organisation des plus parfaites, avec une scénographie dantesque, une réalisation léchée et une prestation française qui nous fera honte, comme à l'accoutumée, se produit depuis bientôt 3 heures ce que l'ensemble de la production redoutait. Pourtant, pour la première fois depuis 1956, une solution technique avait été mise en place et déclenchée pour éviter de revivre le désordre de l'année précédente, dont voici un extrait. And we say hello to Alsau sitting in Moscow. Could we please have your top points, please? Hello, Copenhagen. Eh Hi. oui,
Vous entendez bien, en 2014, en direct de Copenhague, la Russie se fait huer sans vergogne par l'ensemble de la salle. Ceci restera l'un des plus grands malaises du concours Eurovision de la chanson qui, rappelons-le, a pour objectif premier d'euphémiser la tension entre les pays européens. Et Quentin, tu peux pas savoir à quel point je suis trop fier d'avoir réussi à placer ce mot à mon tour. Ça fait 16 points au Scrabble. Et 48 en mon compte triple. Ah oui, bien joué. Merci. Bref, cette attitude vis-à-vis de la Russie s'explique alors en gros en 2 points. Tout d'abord, Conchita Wurst a fait, lors de sa participation en 2014, l'objet de critiques des plus abjectes, dont majoritairement la Russie par la voix de son ministre Vitaly Molintov. Mais si vous faites les gros yeux, vous savez, c'est celui qui fut à l'origine de la loi criminalisant, là, 2 points, ouvrez les guillemets, propagande homosexuelle. Voilà. Ce ministre alors en place au gouvernement a ouvertement déclaré depuis Saint-Pétersbourg, accrochez-vous, je cite, Je suis accroché ? Ne serait-ce que pour diffuser cette compétition en Russie, pourrait insulter des millions de Russes. La participation de Conchita Wurst, qui est indéniablement traversie et hermaphrodite sur la même scène que des chanteuses russes en direct à la télévision, est une propagande flagrante de l'homosexualité et un déclin spirituel. Mais du coup, c'est comme ça que tu fais l'accent russe. Oui, bon, ouais, je suis très mauvais en accent. Et encore, je vous épargne la suite de la citation. Ça, c'est le tableau dégueulasse pour le premier point. Quant au second, évidemment, le 28 février 2014, annexion de la Crimée par la ligne 7 du métro en direction de la Courneuve. Bon, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec un rapide récap historique, allez, pour la faire intelligente. Et Quentin, corrige-moi de suite si je raconte une quelconque connerie, je t'en supplie. Attention. Top. Depuis la nuit des temps, la péninsule de Crimée est un bout de terre de 27 000 km² à cheval entre le sud de l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie, se situant dans la mer. C'est la mer Noire. Oui. Exactement. Annexée depuis le XVIIIe siècle par Catherine II de Russie, la Crimée est en fait depuis un symbole culturel du romantisme russe. Et puis surtout, il y a vraiment une importance stratégique car elle permet, depuis Sébastopol, l'accès à la Méditerranée. Exactement. Alors il faut savoir aussi que la Crimée n'a pas été rattachée à l'Ukraine en fait. Et ça n'est qu'en 1954 que Khrouchtchev décide de l'offrir à la République socialiste d'Ukraine. Mais sans réel risque, puisque pour lui, l'Ukraine était alors intégrée à l'URSS. Sauf qu'en 91, patatras, plus d'URSS et l'Ukraine proclame son indépendance. Je vous laisse faire les gars, allez-y, vous avez l'air bien. Et oui, la souveraineté de la Crimée devient alors lieu de tension entre les deux pays. Des échauffourées naissent au sein de la population civile entre les pros et les anti-russes. Et en janvier 2014, le président ukrainien pro-russe est destitué. Dans la foulée, un nouveau gouvernement est alors mis en place et retire instantanément le russe comme seconde langue officielle. En réaction, de nombreuses manifs éclatent dans les régions russophones de l'Ukraine et une partie du pays finit par se soulever. Du coup, discretos, le 28 février 2014, des militaires s'emparent alors sans difficulté de la Crimée et l'annexion par la Russie sera officiellement proclamée par référendum le 16 mars suivant. L'ONU voit dans cette annexion une violation des fondamentaux du droit international et la légalité de ce rattachement est encore aujourd'hui contestée. Bref, ça fait beaucoup et forcément cette contestation s'est manifestée distinctement lors de l'Eurovision 2014, on l'a entendu. Mais revenons à 2015 et ce moment où moi j'ai été personnellement choqué et qui justifie aujourd'hui l'invocation suprême d'Élodie Gossuin. Eh bien, malgré toute la bonne volonté de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a quand même en 2015 mis en place dans la salle un système de réduction de bruit afin que la candidate russe et les téléspectateurs ne puissent pas entendre au cas où de huées aussi significatives que 2014. C'est quand même énorme. ouf, hein. Eh bien, qu'on ait prévenu l'audience aussi avant le début de l'émission que la politique n'avait pas sa place dans l'émission et que Love, Love, Peace, Peace devait rester le credo du programme, eh bien, rien n'y a fait. Les bouh et les ouh se sont déversés sur cette pauvre Paulina qui pourtant était venue avec Million Voices, une chanson pleine d'amour et de paix, justement. Oui, enfin, C'est un peu abusé, très justement. démagogique, hein, mais... Alors l'idéal aurait été que sa chanson soit mauvaise, que l'on puisse ne pas voir la Russie outre mesure ce soir-là, mais que nenni, dès le début de la distribution des points, les 10 points et les 12 points pleuvent pour la Russie. 12 points go to Russia. La Russie, 12 points. Multipliant d'autant les occasions d'humiliation de la foule, d'ailleurs les retours caméra sur les animatrices ne trompent pas, le malaise est grandissant dans la salle, tant et si bien qu'au bout d'un moment, Alice, l'une des présentatrices, s'est sentie obligée de remettre des points sur les i en direct. Before we move on, just one thing. Please remember that our motto is building bridges and music should stand over politics tonight. And all our artists deserve equal treatment and respect. And it's all for the music. Thank you.
Dès cet instant, le doute n'est plus possible et derrière ma télévision, je m'en souviens encore, j'ai ressenti un profond malaise pour cette candidate qui, responsable en rien, tentait de rester forte et de garder le sourire à chaque gros plan alors qu'elle se faisait clairement huer devant des centaines de millions de téléspectateurs. Ce recadrage sera alors répété une seconde fois par Conchita, sommant alors le public avec une sévérité non dissimulée d'applaudir Polina Gagarina. I'm sitting here with the outstanding, talented Polina from Russia. You deserve to be in the lead. Give her a round of applause, everybody. Et c'est ce regard noir, presque glaçant, qui me reste encore en tête aujourd'hui, comme le symbole d'un drôle de moment à l'Eurovision. Alors pour conclure cette histoire, je rappelle que les télévotes européens portèrent Polina en 2e position derrière la Suède cette année-là, et je pense qu'on peut aujourd'hui tous ensemble s'en féliciter. Alors oui, c'était pas forcément drôle ma chronique, mais l'Eurovision c'est aussi sérieuses. ça. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des yeux de fou de Polina Gagarina quand elle chantait parce qu'elle a l'air folle quand même. Bref. Si vous regardez bien sa prestation aussi du coup en replay, il y a même un moment donné où du coup des fans homosexuels secouent des drapeaux LGBT exprès à un endroit, un plan de caméra où du coup on sait par avance quel va être le plan de caméra pour filmer l'artiste. Et donc il y a 5 drapeaux gays en énorme et vous pouvez pas le louper. Et bah, c'était fait exprès. En tout cas, je suis persuadé que Vincent, tu pourras nous la faire en hurleuse cette chanson. Ça hurle. Ça hurle. Alors revenons maintenant à nos moutons. On a évoqué les chansons, les règles de temps imposées 3 minutes, les chansons en live uniquement pour le chanteur principal désormais, l'orchestration est en playback, les chorés qui sont complètement libres, les personnes sur scène qui sont limitées à 6, on l'a dit ? Oui. Chanteur inclus ? Oui. Et maintenant on va passer à l'émission dans son état global général. Qui dure 8h30 à peu près. Qui organise cette émission ? Déjà, partons de base. Qui organise l'émission ? C'est une co-organisation. C'est-à-dire qu'il y a 2 organisateurs. Il y a le pays gagnant, le télédiffuseur gagnant, et puis il y a l'Union Européenne de Radio-Télévision. C'est une Ça fait longtemps que tu l'avais pas dit. Mais je m'entraîne toutes les semaines comme ça à le répéter en boucle. Voilà, c'est une co-organisation entre les deux entités. Donc, le pays qui gagne l'Eurovision est obligé de l'organiser dans son pays. Il n'est pas obligé. Enfin, c'est la règle. C'est la règle, voilà. mais ça peut arriver, et vous le verrez quand on parlera aussi du junior dans un prochain épisode. C'est une règle qui n'est pas forcément reproductible pour le junior, mais là, ça pourrait arriver qu'un pays, pour des raisons financières oui, ou parce autres, qu'en fait, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est qu'une question de fric toujours. C'est ça la vraie raison. C'est que pour le moment, il n'y a que des pays qui avaient les moyens de... Et encore non, pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, tous les pays ont accepté de l'organiser. Tu voulais parler de l'Azerbaïdjan peut-être ? Par exemple, oui, mais eux, ils ont mis ce qu'il fallait, quoi. Mais en gros, a priori pour le moment, c'est dans l'obligation en disant qu'il y a une option pour pouvoir organiser en premier. Et alors, quand on gagne. Du coup, on parle de grandiloquence aujourd'hui du concours, les scènes sont gigantesques. Est-ce qu'il y a des limites de mètres carrés ? Est-ce qu'on impose aux gens de le faire dans ces lieux qui sont immenses aujourd'hui et de plus en plus grands ? Depuis quelques années, dans les règles dans le handbook, ça s'appelle pour le pays gagnant, il faut une salle qui fasse plus de 18 mètres de haut. Pour l'éclairage, pour tout un tas de considérations, pour que ça soit suffisamment, pour que la scène soit grande, etc. Mais il n'y a pas de limite. Certains pays comme le Danemark l'ont fait dans un stade, donc il y avait 50 000 personnes. D'autres, comme l'Azerbaïdjan, a construit l'équivalent d'un Paris-Bercy en 6 mois. Pour 6 mois ? En 6 mois. Oui, mais ne parlons pas des dictatures, on ne sait pas d'où sort l'argent. Donc. C'est ça. Là, en l'occurrence, du pétrole et du gaz. On les connaît. C'était d'ailleurs le sponsor principal du show. Donc, en fait, ça dépend des pays. Il y a des pays qui, l'Italie, par exemple, le fait dans une espèce d'équivalent de Paris-Bercy. Paris-Bercy Arena, je ne sais plus le nouveau nom. Paris-Bercy Tina Arena. L'Australie, si tu nous écoutes. Il n'y a pas de limite plus, mais il y a des limites moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans un truc trop petit, avec pas assez d'envergure. Il faut que ce soit suffisamment grand parce qu'il y a énormément de public aussi. Depuis quand, en fait, le public est présent, debout, en fosse, par exemple Alors, le public a toujours été présent, mais si vous vous souvenez, si vous regardez des vidéos d'archives ou autres, jusqu'au début des années 2010, c'est plan-plan, tout le monde est assis. C'est pas la grosse teuf comme un pas la concert méga teuf, énorme de Katy Perry, quoi. C'est ça. Il faut attendre 2013, du coup, quand la Suède a gagné en 2012, avec Loreen, justement, qui a gagné à Bakou,
avec Euphoria. À Bakou, Très bonne c'est une chanson. ville, c'est pas à Bakou. Oui, genre à parce que Bakou. c'était clairement pas à Bakou, vous pouvez regarder. Il faut attendre 2013 pour qu'il y ait la naissance, en tout cas l'arrivée de la fosse, avec 2-3 000 personnes, des fans principalement, déchaînés, qui secouent des drapeaux dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça bouche la vue parfois. Il faut attendre ça pour que vraiment il y ait une ambiance un peu concert en direct. Et par contre, depuis 2013, c'est tous les ans comme ça. C'est ce qui a permis aussi de développer l'audience, de créer un peu toute cette hype autour du concours et la possibilité de vivre ça comme un événement vraiment de fête, tel un grand concert de stars international. Qui unit les peuples, parce que c'était vraiment le but de base. Comme un festival, un peu, comme on va voir un festival, enfin, beaucoup de gens qui bougent, etc. Bah là, ça se voit à la télé, quoi. Est-ce que l'émission a une durée maximum imposée, pareil, parce qu'on a vu les votes ont été réduits de moitié par la façon dont ils étaient rétribués, mais est-ce que on a certains télédiffuseurs, par exemple, vu que c'est une émission en direct, imposent de non, moi Michel, à 23h, j'ai l'Euro-Million qui doit être présenté par Foucault, il faut que ça s'arrête, tu vois. Non, il n'y a pas de limite max, mais par contre, pour des questions d'audience, ils ne font pas durer jusqu'à 1h30 du matin. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont raccourci la période des points, l'attribution des points, pour pas que ça finisse à 1h30 du matin, quoi. Où est-ce que c'est diffusé dans le monde aujourd'hui, l'Eurovision ? Eh bien, un peu partout. En fait, c'est même diffusé en Chine, aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a Netflix qui a passé un partenariat avec l'Union européenne de radio-télévision pour diffuser. Donc, il est possible d'ailleurs dans pas longtemps que le catalogue de l'Union européenne de radio-télévision, donc les anciennes éditions, soit disponible sur Netflix. En tout cas, aux États-Unis. D'accord. En France, en Europe, on ne sait pas encore. Ils sont déjà accessibles sur YouTube si jamais on veut les regarder, ceci dit. Tout à l'heure, vous nous parliez du Melody Festivalen, les garçons. Est-ce que... Pardon. Pourquoi ? Excuse-moi. Non, mais c'est très bien. Non. Pourquoi ? Il y a des sélections en amont dans la plupart des pays qui sont demandées par l'Union européenne de radio-télévision. On l'a vu depuis même 1956. Ils demandaient à ce qu'il y ait des concours préalables qui soient établis par les pays. Quels sont les plus gros concours au-delà du Melody Festivalen qui sont organisés dans les pays européens ? Et est-ce que les règles sont complètement libres localement pour définir du coup les participants représentants de chaque État ? Alors, en termes de grosseur et d'importance, en règle générale, donc il y a le Melody Festivalen pour la Suède, il y a le Melody Grand Prix pour le Danemark, il y a Sanremo pour l'Italie, qui est très populaire également, grosso modo, c'est à peu près tout. Et Destination Eurovision pour la France. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un Destination Eurovision pour choisir Madame Monsieur. C'était un des premiers finalement qu'on a eu. Puis il y a eu Bilal Hassani. Puis rien. Puis sélection interne. Interne avec Tom Leb. Et ensuite, redestination Eurovision pour Barbara Pravi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu au petit bonheur la chance, la destination Eurovision. Donc, même si là, France Télé semble vouloir prolonger apparemment, c'est la maintenant dynamique. mais en termes d'importance et d'audience, ça n'a rien à voir avec le Melody Festivalen ou Sanremo, qui dure, pareil, Sanremo, ça dure des semaines et des semaines. Et ça existait d'ailleurs avant l'Eurovision. C'est vraiment un show musical en Italie, où d'ailleurs, parfois, le gagnant de Sanremo a le droit d'aller à l'Eurovision, mais il peut refuser. Parce que maintenant aussi, ça se fait avec l'émergence de beaucoup d'émissions de télé sur les voix, type The Voice, X Factor ou des choses comme ça. Le plus souvent, et je fais pas une généralité, mais le plus souvent, c'est vrai que le gagnant de X Factor, Malte ou comme ça, va représenter son pays à l'Eurovision. Donc c'est par le biais aussi de ces télécrochets internationaux. Mais pour la participation, l'Eurovision reste pour l'interprète le Saint Graal. Évidemment. J'étais là, genre... Enfin, à mon sens, oui. Car c'est une émission pour le de qualité. C'est un boost de carrière. Extraordinaire. Et encore plus aujourd'hui, on le voit, ne serait-ce qu'avec la carrière de Maneskin, qui aurait pu penser en fait qu'aujourd'hui, ils soient à faire une tournée des stades internationaux à peine 6 mois après leur victoire au mois de mai dernier, quoi. Ils sont aux États-Unis là pour une promo aussi aux États-Unis. Oui. Non, mais c'est vraiment surprenant. Le concours, j'ai l'impression, du moins, corrigez-moi si je me trompe, prend de plus en plus d'ampleur dans son aura aujourd'hui, et on s'en félicite. Absolument. Alors, dernière question. Non, pas dernière question. D'ailleurs, ça peut nourrir des anecdotes. Est-ce qu'il y a déjà eu des gros problèmes techniques, vu que c'est une émission en live, on l'a vu, avec des chansons en live, avec des délégations qui s'enchaînent avec des mises en scène complètement différentes en l'espace de 2-3 minutes, hormis la rétribution des points et les connexions un peu foireuses qu'on peut avoir de temps en temps. Est-ce que sur des prestations live, il y en a qui vous viennent en tête, qui auraient été techniquement compliquées à gérer ? Il y a eu la candidate anglaise en 2018, Souris,
qui chantait Storm, si je me souviens bien, et elle a été dérangée par un fan en fait qui a déboulé sur la scène et qui a agité un drapeau. Il a chouré devant le elle. micro. Il lui a chouré le micro, c'est vrai. Chouré le micro, Pour dire un truc on comprend rien. inaudible. Elle s'est pas démontée, cela dit, elle a chanté jusqu'au bout, elle a rattrapé son micro, elle avait une rage folle, elle était là, elle a tout donné jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, la délégation lui avait demandé est-ce que vous souhaitez rechanter parce que vous avez été interrompu, et elle a dit non, j'ai été bien comme ça. Ouais, enfin, bon, ça n'a pas fait que. Ouais, elle a quand même fini avant-dernière. Elle n'a pas décollé dans les résultats, mais bon. Ah oui. Et même principe, en fait, de temps en temps, il y a des perturbateurs qui montent sur scène. En 2010, pareil, le candidat espagnol a été gêné par l'équivalent du Rémi Gaillard français, mais espagnol, qui est venu sur scène, qui l'a pas dérangé dans le sens où il s'est mis derrière lui en faisant une choré qui n'avait rien à voir avec le show qu'il proposait. Et pareil, le télédiffuseur le télédiffuseur qui a organisé a proposé à l'Espagne de rechanter. Là, ils ont accepté ils ont rechanté pour le coup. Après, en règle générale, de problèmes techniques, vraiment, je pense que c'est tellement bien rodé, vraiment, que il n'y en a pas. C'est l'émission de télé qui est la plus répétée. C'est-à-dire que les shows sont répétés entre 6 et 9 fois. De 2 heures de show, 6 et 9 fois. C'est-à-dire que la demi-finale, la première demi-finale, elle est répétée 4 fois. Elle est répétée 3 fois, puis la demi-finale en direct. La deuxième demi-finale est répétée 3 fois, puis la deuxième demi-finale en direct. Et la finale est répétée 3 fois dans son intégralité, puis la finale en direct. Donc, et chaque répétition, il y a le public de la même manière pour arriver à gérer les flux, j'imagine, etc. Exactement, pour l'ambiance, pour les plans de caméra, pareil, qui sont très travaillés, qui sont millimétrés à la seconde près. Tout est vraiment rodé. Donc en fait, je suis d'accord avec Vincent d'un point de vue technique, sauf énormes pépins électriques ou autres. Là, dans les grosses productions télévisuelles depuis une dizaine d'années, des gros pépins techniques, non, il n'y en a pas. Moi, je serais très curieux d'ailleurs de voir ne serait-ce qu'une fiche technique d'une mise en scène proposée à l'Eurovision, parce que j'imagine que tout est écrit, vraiment, et seconde par seconde avec les timecodes, etc. Par exemple, voir la fiche technique de Barbara Pravi, voilà, qu'est-ce qui se passe à tel moment, etc. Machin. Et je pense que c'est tellement millimétré, tellement répété que c'est un mécanisme où, en fait, il n'y aura jamais de merde. Enfin, ça roulera, quoi. En fait, c'est un programme automatique. Par exemple, c'est Q-Pilot, par exemple, pour le montage vidéo, où il y a une dizaine de caméras qui filment la scène. La délégation choisit que de 24 secondes à 32 secondes, ça sera tel plan de caméra et ça doit faire tel effet visuel. Et en fait, le logiciel se lance tout seul. Donc, il n'y a plus de monteur derrière, il n'y a plus de régisseur qui choisit caméra 4, caméra 5, ça se lance automatiquement. C'est incroyable. Justement, pour faciliter le travail d'avoir 40 chansons différentes, c'est un truc automatique. Donc, il y a... De temps en temps, on voit qu'il y a des petits pépins de cadrage, mais c'est tellement minime, c'est vraiment minime. Et du coup, ça donne un show d'une extrême qualité parce qu'on a vraiment l'impression de regarder des clips, presque. Et moi, ce que j'invite vraiment nos auditeurs à faire, c'est quand vous allez regarder l'année prochaine le prochain concours de l'Eurovision, essayez de le voir autrement que juste peut-être cette soirée entre potes où vous vous marrez, mais rendez-vous compte peut-être de la prouesse technique qu'il y a derrière d'arriver à réaliser ce show en direct, qu'on le rappelle, qui est en direct. Et ce qui est impressionnant, si vous regardez un peu des vidéos filmées de l'intérieur de la salle de spectacle, c'est les 30 personnes, les 30 techniciens qui changent les décors. En 1 minute, en 45 secondes, ils doivent changer les décors. Tout est millimétré à la seconde, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sort entre 2 chansons, il a à peine quitté la scène que la chanson démarre. Donc c'est vraiment, tout est millimétré. J'adorerais voir, moi, du coup, ce ballet là comme ça en coulisses de sur scène, ce qui se passe. Eh Michel, t'as oublié une plume sur scène. C'est souvent Michel, visiblement. Et Jean-Jacques. Et si la France gagne, tiens les garçons, où est-ce qu'on le ferait à votre avis? Dans quel type de salle? Alors, pour une question de budget... Moi, je pense que ce sera à la Tina Arena de la Défense. C'est vrai que c'est la plus grande salle fermée de France. À mon avis, ça serait trop cher. Je pense vraiment que ça serait... Parce que c'est 40 000 places. Et ça serait trop cher. Je pense que ça serait Paris-Bercy parce que c'est que 20 000 personnes. Il faut avoir l'ambition un peu. Regarde ce qu'ils font pour la scène musicale, pour le junior. Là. Mais c'est 3 500 places. C'est pas mal pour un truc junior. Mais il faut se dire que l'aréna de Nanterre ou de la Défense, je sais plus,
il faut donc aussi une scène qui soit gigantesque. Et la scène coûte cher. Donc c'est pas juste plus on met de gens, plus on va pouvoir payer cher, enfin faire payer cher le ticket, donc ça va nous rapporter de l'argent. C'est que il faut avoir une scène. Si tu as une scène minuscule dans un immense stade, il va en falloir des tréteaux et des planches. Ouais, mais attends, depuis le temps qu'on attend de remporter le concours, tu penses pas que le jour où on l'aura, ce fameux sésame, on va pas se donner les moyens dans ce cas, on prend le Stade de France, on le couvre. Et puis, tiens, je pense à ça. Moi, je détesterais que ce soit. Tiens, je pense à ça. C'est une des conditions obligatoires. Il faut un toit. Ah, bah oui, faut pas qu'il y ait de la flotte. Ouais, il faut un toit. Donc tu peux faire ça dehors, mais il faut un toit, faut une toile, faut quelque chose. Tu ne peux pas le faire ça en plein air. Donc Stade de France, à moins de lui mettre un toit juste pour l'occasion, non, ça marchera pas. Bah écoutez, on vient de, je pense, faire le tour de l'ensemble des règles du concours depuis 2 épisodes. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes ou des choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit à propos des participants, pays, des points, des candidats, des chansons ou des émissions? C'est pas la peine de faire la gueule, hein, quand c'est pas parce que t'as rien à dire. Je fais la moue. Moi, je n'ai rien à dire, d'accord? Si, je pense au contraire que tu as tout à fait quelque chose à dire. Bravo. Quelle transition. Et oui, Thomas, tu fais bien de me demander si j'ai quelque chose à dire, parce que j'ai toujours quelque chose à dire quand ça concerne forcément les hurleuses. Et la première fois que dans cette émission, nous avons abordé le thème des règles à l'Eurovision, j'ai parlé d'une hurleuse ratée qui chantait la guerre, Lisa Angel, que vous n'avez évidemment pas oublié, vu qu'elle nous l'a hurlé en injonction finale. Mais mamadonna, qu'est-ce que j'avais pas fait? Puisque j'ai reçu quantité de lettres des anciens combattants de Meurthe-et-Moselle qui voulaient m'enrôler dans une partie de Scrabble endiablé. Et sans parler de l'association des amis de Pétain qui eux pensaient que j'étais des leurs et qui voulaient m'inviter à un bal-trap pour tirer du pigeon et déjeuner d'un bout de faisant froid. Non, non, voilà. Et même si j'ai pas envie de faire d'analogie entre les règles de l'Eurovision, qui est un sujet lourd, pesant, dense et compliqué, avec les hurleuses ratées, je me suis dit quand même qu'il fallait vous les présenter. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un bon gros morceau de Ramon Ibérico. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de celle qui aide le soleil à se lever. J'ai bien sûr nommé Edurne. Se fue sin saber que yo sí lo amé. Mais alors Vincent, d'où vient-elle? En préambule, je demande pardon à mon amie Elisabeth de Herenio qui va bouillir en entendant mon accent espagnol et qui va vouloir me buter. Voilà. Donc, pardon. Alors, Edurne, de son vrai nom Edurne García Almagro, c'est une chanteuse, actrice et présentatrice espagnole née à Madrid en 85. Alors, pour le moment, ça démarre bien, parce que 85, c'est une très bonne année. C'est celle où je suis né. Alors même si elle a commencé à chanter dès son plus jeune âge dans un groupe, elle se fait connaître du grand public en 2005 lorsqu'elle participe à la 4e édition de l'émission Operación Triunfo, qui est une sorte de Star Academy à l'espagnol, de laquelle elle se fera lourder un peu avant la fin en 6e position. Ça lui permet quand même de signer directement avec la maison de disques Sony Music et de sortir un album en 2006 intitulé tout simplement Edurne, dont le premier single Despierta, se réveiller, c'est le festival des accents, se réveiller si on ne parle pas espagnol, qui se classe 5e au classement des meilleurs singles espagnols. Ouh, c'est résolument rock, comme si Emma Domas, les L5 et les Diadems, oui, qui se souvient des Diadems ici, voilà, avaient un enfant. En 2007, elle sort un nouvel album intitulé Ilusión, puis enchaîne une tournée dans toute l'Espagne au sein du spectacle Gris, el musical de tu vida, enfin Gris quoi, voilà, dans le rôle de Sandy qu'elle interprétera jusqu'en 2009. S'ensuit un autre album, Nueva Piel, en 2010, résolument plus électro, puis un autre, plus pop, en 2013, Climax, où elle se met à chanter en anglais. Alors attendez, je tiens à dire vraiment, pour ne pas m'attirer les foudres de certains ayatollahs, que quand j'utilise des termes comme rock, électro ou pop, je me leurre pas. C'est clairement de la variété déguisée. Voilà, on s'entend bien. Voilà. Pour en revenir à Edurne, on sent que la meuf, elle a bossé, elle a musclé sa voix, elle est prête pour quelques hurlements bien sentis quand elle est choisie par un concours interne pour représenter l'Espagne au concours 2015 de l'Eurovision avec la chanson Amanecer.
Et parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2015. Oui, parce que comme vous avez pu l'entendre, Edurne, c'est un peu le yodel maîtrisé. Maîtrisé de bout en bout. On va voir ça. Edurne, pour vous dresser le portrait, c'est Barbie. Elle est belle, elle est grande, elle est mince, elle est blonde. Elle a tout ce qui fait qu'un gros beauf hétéro devant l'Eurovision dit « Elle, je la... » Oh Thomas. Ah bah quand même. Bref, elle commence la chanson dans une magnifique robe rouge type chaperon pailleté avec une capuche et dans les bras un corps emmailloté façon Pieta moderne avec des images de flotte qui font des ronds dans l'eau sur les écrans derrière elle. Bon, on sait pas trop où elle veut en venir, d'autant plus qu'elle n'arrête pas de dire, alors attention, accrochez-vous, voici pour faire plaisir à mon ami Sylvain, la minuta espagnole. Se fue sin saber que yo si lo amé. Il est parti sans qu'il sache que je l'aimais. Sangre tanto amor, j'ai saigné tant d'amour. Et un dernier pour la route parce que je vous sais fan de mon accent. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Mon cœur me chuchotait de ne pas repartir sans son amour. Alors attendez. Parce que si vous n'avez pas compris, moi je commence à raccrocher les wagons. La jolie blonde fait des mouvements de main qui contrôlent les lumières, les écrans dessinent des champs magnétiques, le corps emmailloté se change en bellâtre au torse si ciselé qu'on dirait qu'il a été sculpté par les dieux. Oui, j'ai compris, c'est Marie, la mère de Jésus. Ah non. Alors non, parce qu'à cette note précise, le bellâtre torse nu déchire la cape d'Edurne et court en fond de scène pour aller la ranger. Et elle se retrouve, comment décrire ça, en reine des Amazones qui a très très chaud, avec des grandes sandales argentées montant jusqu'aux genoux, une robe transparente fendue jusqu'au nombril, et alors là, elle est pas contente. Ah, elle envoie des sorts dans la salle pendant que sur les écrans, des halos d'énergie dorée explosent dans tous les sens jusqu'à ce que ce bellâtre revienne en courant pour une chorégraphie / baston parce que 1, 2, 3, Edurne a fait la Starac et elle sait danser. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve figée dans un porté très inconfortable, vent dans les cheveux, maquillage qui coule à cause de la wind machine branchée sur la position Ouragan Katrina, et tenue à bout de bras par l'Apollon torse nu dont le strabisme convergent lui donne un air bête. Les bêtes. Par un ultime déferlement d'énergie, elle tue le bonhomme. Alors je sais, ça n'a ni queue ni tête quand on le raconte. Lance des sorts dans la salle et va se placer pour sa note finale en mode Powerful Woman. Et c'est là que le drame arrive. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une note craquée. Elle a bien craqué. Alors manque de souffle, mauvais placement, excès de zèle. On comprend pas ce qui s'est passé. Déjà qu'on ne comprenait pas ce qui s'est passé dans la tête du metteur en scène quand il a dit « Attends, cette chanson m'inspire un pays magico avec une grande blonde qui fait de la magie en hurlant et qui dessoude un mannequin tout droit sorti d'une pub Calvin Klein. » Bon, les gens se sont pas trompés, et l'aurore, l'amanecer d'Edurne n'a pas fait mouche puisque ce soir-là, elle termine 21e sur 27 avec 15 points. Concept trop fucked up, mise en scène illisible, note craquée, tout ça à la fois. On saura jamais tant personne, mais vraiment personne, ne s'est jamais exprimé sur cette performance qui, pour ma part, reste dans les annales. Oui, mais depuis... Forte ou pas, de sa participation à l'Eurovision, elle sort un album Adrenalina sur lequel on peut retrouver le single Amanecer, mais bien chanté cette fois. Vilain, qui signera la fin de sa collaboration avec le label Sony Music. Moi, je vous dis, ça pue cette histoire, vraiment. Elle intègre ensuite le jury de España Got Talent, puis joue dans des séries avant de sortir en 2020 un nouvel album résolument hispano-pop qui donne envie de bouger le popotin appelé Catharsis, mais dont le développement a été tué dans l'œuf à cause d'un pangolin. On a déjà évoqué le sujet, il me semble. Voilà. Et qui fera l'objet d'une réédition en 2022, le temps que la demoiselle et son compagnon David De Gea, joueur de foot dans l'équipe de Manchester United, savourent leurs premiers instants avec leur petite fille née en 2021. Si fueras fácil de olvidar, si no temiera quererte. Donc vraiment impossible de vous dire, messieurs, ce qui est arrivé ce soir-là de 2015 à la petite Edurne. Néanmoins, dans mon cœur, l'aurore s'est levée à tout jamais. Oh, c'est beau. L'Espagne qui marque rarement les esprits à l'Eurovision, j'ai l'impression. C'est faux. Non, moi j'avoue que j'attends avec impatience tous les ans la performance de l'Espagne parce que c'est souvent... Alors des fois c'est des choses qu'on comprend pas. Ça hurle souvent. C'est vrai. Il faut le dire, ça hurle souvent et donc il y a
pas mal de hurleuses espagnoles. On aura l'occasion de revenir dessus dans les prochains billets hurleuses, mais il y a des perles. Eh bien, merci en tout cas Vincent pour cette chronique encore une fois merveilleuse, qui est plébiscitée quand même, il faut le dire. Les courriers, je les ai en copie. Mais bien sûr, ça pleut. Je suis en copie. Ça pleut. Merci, continuez à écrire. Continuez à écrire. Bon, j'espère que, en tout cas, ces explications de règles vous ont permis de vous ouvrir les yeux sur ce qu'est le concours de l'Eurovision aujourd'hui. Et on espère vous retrouver très vite pour la suite de 12 points. Ça, c'est indéniable. Mais en attendant, on se retrouve avec la fameuse séquence des 12 points. Alors, qui veut commencer cette semaine les 12 points? Moi j'y vais. Allez. Écoute, j'ai jamais commencé après ce blanc de radio. Alors, C'est vrai, t'as jamais commencé. Non, Attention, sauf qu'on rappelle que maintenant on a 2 minutes top chrono. Attendez, je lance le chrono. 3, 2, 1. C'est parti, 2 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, je vous parle de Johanna Maria Jansson, plus connue sous le nom de Daughter, qui signifie fille en suédois, car elle se considère un peu comme une fille de la terre-mère, étant donné qu'elle est végane. Moi, j'en connais surtout une qui a trop fumé de tofu. Alors, elle a tenté de représenter la Suède à l'Eurovision par le biais du grand concours interne, le Melody Festivalen, en 2018, 2020 et 2021. La meuf lâche rien, mais elle n'a jamais réussi malheureusement. Alors, pour autant, je vais faire la lumière sur la chanson que j'aime beaucoup personnellement et qu'elle a coécrite et interprétée, qui s'appelle Little Tot, qui signifie bout de chou. Trop mignon en français. Et c'est donc un morceau électropop fort bien branlé, avec des rythmes métalliques modernes, une belle orchestration et un gimmick qui reste en tête avec le You don't, you don't, you don't. Bref, une chanson parfaitement calibrée pour l'Eurovision. Et j'ai pas peur de le dire, pour une Lady Gaga, une Katy Perry ou autre hurleuse pop mainstream. Alors d'auteur, elle met en garde son inner child, ou son child tout court, de ce qui va se passer dans le futur sur la vanité du monde qui l'entoure et qu'elle doit se battre pour bâtir un monde meilleur. D'auteur, elle nous chante cette chanson à plein poumon et d'ailleurs, merci les chœurs enregistrés sur certains passages parce que des fois ça pique. C'est dansant, c'est entraînant et c'est ça qu'on veut. Au niveau de la mise en scène, elle est habillée en maîtresse dominatrix. Allez comprendre. Avec sa grande crinière de cheveux plaqués en arrière. Elle est très rapidement rejointe par 4 danseurs masqués. Bah ouais, on est en 2021, la petite vie avec son temps, qui effectue une chorégraphie style breakdance, le tout plongé dans au milieu d'un dispositif de lumière et de laser assez impressionnant dont seuls les Suédois ont le secret. Ils sont forts, ces Suédois, c'est pas possible. Mais elle se fera néanmoins battre par Tuss, qui tusse beaucoup, avec son Million Voices. Et finit... Voices tout court, et finira 4e du classement. Donc, au final, si vous voulez découvrir une chanteuse pop un peu kinky qui a des choses à dire, mais votez pour moi. Ouais, bravo, un timing respecté, une description extraordinaire comme toujours. Quentin, yes. Moi, je vous ramène encore une fois en 2014 avec Fine Gold, je ne sais pas, une chanteuse israélienne qui nous chante Same Heart. Donc c'est un style musical un peu de pop rock électro, guitare électrique à fond les ballons avec des éléments d'Eurodance dans le refrain pour bien bouger son bouti, un petit peu comme du Cascada, genre Nathalie Horler ou Helene Fischer pour les connaisseurs germanophones. Je sais qu'ils sont beaucoup. Une particularité de cette chanson, c'est la voix grave et rocailleuse de May. On dirait qu'elle a fumé 2 paquets de gitane juste avant sa prestation, une sorte de garou au féminin, un peu sous stéroïdes. C'est un peu l'idée. Autre originalité de la chanson, c'est un mélange d'anglais et d'hébreu. On en revenait sur le mélange des langues, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, niveau message de la chanson, May, en fait, c'est une warrior qui prône la libération de la femme par rapport à une histoire d'amour destructrice à cause d'un pervers narcissique. Elle nous dit qu'il a empoisonné son amour, qu'il lui a trop souvent menti, que leurs cœurs ne battent plus à l'unisson. We don't beat from the same heart. C'est ça qu'elle répète en permanence. Bref, May, elle se rebelle, elle se libère de cette histoire tumultueuse et destructrice. C'est un hymne féministe d'empowerment. Niveau mise en scène, alors May, elle est accompagnée de 2 danseuses. On a plutôt l'impression qu'il y a des agents du Mossad sous couverture parce qu'elles ont pas l'air commodes, on n'a pas envie de les embêter, mais concrètement, elles nous font une démonstration de Krav Maga crossfit sur scène. Elles enchaînent des prises de corps et de positions un peu improbables, notamment la fameuse position du Cossack Squat, pour les connaisseurs de CrossFit, dont je sais que Serena d'ailleurs est une fan absolue. Visuellement, niveau lumière, ça clignote à balles, tous les projecteurs sont à fond, particulièrement pendant le pont musical et les refrains. D'ailleurs, selon différentes sources, il y aurait eu une dizaine de crises d'épilepsie en Europe pendant cette performance. Quoi qu'il en soit, ma petite May, même si tu répètes à tue-tête à ton ex que vos cœurs ne battent plus à l'unisson, sache que pendant 3 minutes, tu m'as emporté avec ton énergie et la modernité de ta performance, et pour ça, tu mérites mes 12 points. Oh. Sauf que tu ne votes pas pour ta propre prestation, on rappelle. Mais alors Thomas, présente la tienne. Mais oui, moi je vais vous présenter la mienne et je suis assez fébrile, c'est parti.
Alors oui, moi aujourd'hui je vais vous présenter une chanson, une chanteuse qui a eu la chance dans sa carrière de participer, si ce n'est 2, au moins 3 fois à l'Eurovision. Alors 3 fois à l'Eurovision, oui et non, puisqu'en 2020, comme vous le savez, le pangolin, etc. Cette petite chanteuse que moi j'apprécie a participé du coup en 2006 à l'Eurovision, représentante d'un pays balkan, dont je ne dirai pas le nom pour le moment pour garder un peu de suspense, parce que je sais qu'aujourd'hui je vais perdre quoi qu'il arrive. Mais c'est pas grave, cette chanson, moi je l'adore et je la défends plus que toute autre chose. Alors, pour la représentation en 2021 de la prestation, vous imaginez une scène, elle est seule avec des hommes autour d'elle qui dansent, qui chantent. Elle aussi, elle essaye de chanter. Elle réussit d'ailleurs à détenir le record Eurovision de la chanson historique de la note la plus tenue. Avec 17 secondes, je vous vois déjà, 17 secondes de note tenue. Arrêtez, c'est mon moment. 17 tenues dans secondes. Elle a fait partie de ce merveilleux club des Fantastic Four aux robes pailletées à flanelle de la session 2021. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle a un aspect très Marilyn Monroe. Alors oui, maintenant, je ne cache plus rien. Je parle évidemment de Natalia Gordienko et de son magnifique Sugar, que j'adore par-dessus tout. Musique sur laquelle moi je me suis trémoussé de nombreuses fois, encore une fois seul chez moi, et oui, et que j'aimerais vraiment qu'on arrive aujourd'hui à écouter, car c'est une chanson que je rêve de voir entendre sur la scène mainstream globale. Une chanson pop qui fonctionne du début à la fin, une chanteuse que j'apprécie énormément, même si je sais que c'est pas votre cas. Voilà, merci de voter pour moi, Natalia. Eh bien, on va voter. Voilà, bah écoutez, hop. J'avoue, tu t'es sacrifié. Non mais en fait si tu veux, j'étais là comme ça, je me demandais où est-ce que tu voulais en venir. Bah, j'ai tout de suite compris. J'étais là genre, qu'est-ce qui... Et dès que j'ai compris, j'ai dit genre, oh non. C'est la note tenue, moi. J'ai été obligé de faire tenir le suspense pour les auditeurs. Et je vous invite vraiment, les auditeurs. Alors, peut-être que dans un... Peut-être que tu vas gagner. Peut-être que je vais gagner. En attendant, je nous donne 10 points pour attribuer nos notes. 10 points ? Non, 10 secondes. Et c'est ainsi que se finit l'émission avec l'attribution des 12 points. Et écoutez, je vous propose moi de commencer pour faire durer un peu ce suspense incroyable. Et j'ai décidé cette semaine, parce que j'ai énormément aimé ta description et du coup, je suis impatient d'écouter car je n'ai jamais entendu parler de cette chanson, ni de cette description. C'est toi, Vincent. Merci. Je te donne 12 points. Mais, je dois dire que le combo hébreu-français... Krav Maga CrossFit. que Quentin, tu nous as délivré, me force à vouloir aller écouter aussi cette chanson. Je te donne du coup 10 points. Merci. Oh, bravo. Voilà. C'est à mon tour. Ben vas-y, je t'en prie. Eh bien, je vais donc attribuer mes 12 points à Quentin. Évidemment. Évidemment. Et c'est pas évidemment, mais sa description était séduisante. Mais j'ai vraiment hâte de savoir le point que tu vas... Il faut dire que en fait, j'ai longtemps... été en questionnement avec moi-même pour savoir combien de points j'allais t'attribuer, Thomas. Je me suis dit qu'en fait ta passion est finalement ce qui est le plus touchant vraiment dans cette présentation. Donc je t'ai attribué 6 points, la moyenne. C'est pas mal. Sachant que je déteste cette chanson. Mais genre tu la détestes. Ah, je la déteste. J'ai envie qu'elle meure. Donc voilà, 6 points pour Thomas. Merci. Alors moi je vais donner mes 12 points à Vincent également parce que j'adore l'auteur, c'est vraiment génial et cette chanson en particulier, elle était vraiment très très bien. Merci. Bah, bravo. Et puis Thomas, alors moi j'ai noté vraiment sur la chanson que je déteste et que je hais. Sévère mais juste. Alors là, je suis sévère, je ne sais pas si je suis juste. Je ne te note pas toi, je note vraiment la chanson en elle-même. Je te donne 2 points. La pire note. Ah, mais il est affreux. Mais parce que je hais cette chanson. C'est vrai. Je hais cette chanson. Il a écrit 2 points. Mais t'es une affreuse bonne femme. Mais je déteste cette chanson. C'est insupportable. Il faut que cette chanson disparaisse de l'Eurovision. Ah non, mais c'est... Avec la chanteuse. Ah non, vous êtes vraiment sévère. Non, écoute, bravo Thomas. Donc on se quitte avec d'auteur Little Tot. Et je voudrais néanmoins, avant de se quitter, vous rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook et maintenant
TikTok. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous laisser des likes, des commentaires, même sur toutes vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires, ça nous aide énormément, pour nous faire référencer, nous faire connaître, et on espère vraiment que vous appréciez notre programme, donc aidez-nous par ces biais-là. Ensuite, 2 choses importantes. Le prochain épisode sera consacré à l'actualité brûlante de l'Eurovision, et notamment en France, puisque nous allons bientôt accueillir l'Eurovision Junior. Et nous allons pour la première fois de nos vies nous intéresser à l'Eurovision Junior. Et la dernière fois. Et en tout cas, voilà, vous raconter un peu les tenants, les aboutissants de ce concours, quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi il a été créé, et puis surtout en apprendre un peu plus sur ce concours pour lequel la France n'a pas toujours participé, car sachez-le, ça fait bientôt 19 ans qu'il existe malgré tout. Ouais. Et surtout, petit spoiler, mais qui on espère vous mettra un peu l'eau à la bouche, une invitée exceptionnelle sera présente au sein de notre émission 12 points et témoignera de sa participation à l'Eurovision Junior. Voilà, donc rendez-vous dans 3 semaines pour l'Eurovision Junior. En attendant, parlez de nous, continuez à nous écouter. Et puis merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On se retrouve très bientôt dans 12 points. Des bisous. Au revoir. Each other, 'cause we need to find the answers in our lives. We're gonna run like no other. We seek for a new chapter of our lives. I never said that we shouldn't go. You never know. You never know. Little child, when you grow up, so you don't wanna be like us. When the pride surrounds our minds, we'll hit and run. You don't wanna be like us. You don't wanna be like us. You don't wanna be like us. We're gonna find a new future. We think we're being protected of our lives. We're gonna hide like losers, 'cause we lost another second of our lives. I never said that we shouldn't go. You never know. You never know. Little child, when you grow up, so I was right. You don't wanna be like us. When the pride surrounds our minds, we'll hit and run. You don't wanna be like us. You don't wanna be like us. You don't wanna be like us. Little child, when you grow up, you don't wanna be like us. Little child, when you grow up, start out was right. You don't wanna be like us. When the pride surrounds our minds, we'll hit and run. You don't wanna be like us.